Les matins de France Culture. Jean Lémarie. Ce soir, Emmanuel Macron adressera ses vœux aux Français. De cette année 2024, que retiendra-t-il ? Le succès des Jeux Olympiques, la réouverture de Notre-Dame, ou bien la dissolution, l'impasse politique et le déficit public qui s'emballe ? La France vient de vivre une année bien étrange. Pour dresser le bilan de cette année, nous avons invité 3 amis de la France, 3 étrangers qui la regardent avec affection, mais aussi avec lucidité. Ils vont nous dire, eux, ce qu'ils ont retenu et pourquoi. En studio, avec moi, Martina Meister, correspondante du quotidien allemand Die Welt, qu'on évoquait à l'instant. Bonjour Martina. Bonjour. Merci d'être là. Et Thomaïs Papaioannou, correspondante à Paris de la télévision publique grecque et chypriote ERT. Bonjour. Bonjour. À distance, avec nous également, l'historien américain Stephen Kaplan. Bonjour. Hello. Votre dernier livre, Transmettre, soumettre, socialiser, essai sur l'apprentissage de Colbert à la Grande Guerre chez Fayard. Mais je précise pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas encore que vous êtes aussi un grand spécialiste des traditions françaises et notamment de son pain, de la baguette aussi et de son histoire. Avant de vous écouter tous les 3, je vous propose un bref retour en arrière avec un extrait sonore, une archive, les vœux du président Macron il y a un an tout juste et ses attentes à l'époque pour 2024. 2024 sera enfin l'année de nos fiertés françaises. Fierté pour ces milliers de compagnons, d'artisans, d'entrepreneurs qui ont pris part au magnifique chantier pour rebâtir Notre-Dame de Paris, dont la flèche s'élance à nouveau vers le ciel et coiffe une cathédrale qui rouvrira le 8 décembre prochain. Nous sommes une nation de compagnons, de bâtisseurs, capable quand elle s'unit de résister, de se relever. Nous sommes cette nation qui, lorsqu'elle est fière d'elle-même, porte toujours un espoir universel. L'espoir universel porté par la France, les vœux du chef de l'État il y a un an tout juste, il évoque Notre-Dame, nous l'évoquerons aussi tout à l'heure, un peu plus tard. Mais d'abord, l'idée de ce message universel, Martina Meister, une année de rayonnement pour la France aussi, c'est ce que disait le président de la République il y a un an. Si vous deviez, d'un mot, résumer cette année française telle que vous l'avez vue, vécue et couverte aussi pour votre journal, pour Die Welt, quel serait ce mot ? Si je suis mal élevée, ça serait bordel. Autrement, ça pourrait être cirque. Ça serait peut-être plus gentil, mais en fait, ça ne s'arrêtait pas. Bon, ça donne déjà une première tonalité de votre aperçu de cette année 2024. Et pour vous, peut-être, Thomaïs Papaioannou ? Je suis d'accord que c'était vraiment le rayonnement de France, vu qu'il y avait les JO et aussi Notre-Dame, qui ont marqué les esprits dans le monde entier, hein. Donc quand même, vous retenez aussi une part de rayonnement. Même oui. Question pour une première réponse rapide avec vous, Stephen Kaplan. Un mot, si vous deviez en trouver un, qu'est-ce que ce serait ? Angoisse ambiguë. Angoisse ambiguë. Ah tiens, les deux ensemble, pourquoi, rapidement ? Je crois que la France reste parfaitement sûre d'elle-même, comme toujours, et en même temps minée, sapée par un soupçon que tout est en train de foutre le camp. Ça aussi, c'est une entrée en matière intéressante. On peut peut-être commencer par ce qui nous a beaucoup occupé ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est la crise politique, évidemment, et la dissolution. Je sais que pour vos 2 médias, Thomaïs, Martina, vous avez beaucoup couvert la crise politique. Et ce qui ressemble quand même à une impasse complète. Est-ce que c'est ainsi que vous l'avez relaté dans Die Welt, Martina Meister ? Oui, absolument. Et c'est intéressant que vous avez remis ce son des vœux 2023 pour 2024, parce que en préparant l'émission, je me suis dit, mais il faut regarder en arrière. Et je me souviens qu'il avait annoncé un rendez-vous avec la nation. Et tous les éditeurs et éditorialistes ont réfléchi, mais qu'est-ce que ça pourrait être ? Finalement, c'était une conférence de presse. Voilà. C'était à l'Élysée et moi, j'avais l'impression d'être un peu dans un storytelling, parce que là aussi, il parlait d'audace, de la fierté française, évidemment, mais de l'audace. Il utilisait des mots qui me faisaient penser au programme de Cirque d'hiver qui change chaque année. Donc, ça n'a pas marché parce qu'il y avait ces événements cruciaux, mais ils étaient assombris par une crise qui ne s'arrêtait pas et qui va pas s'arrêter aussitôt parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Donc, ça n'a pas fonctionné. Cette décision politique, la décision elle-même de la dissolution, a-t-elle été
comprise d'une manière ou d'une autre en Allemagne? Non, pas du tout. À aucun moment? Non, Parce non, que non. c'était l'idée initiale, je le rappelle, de rendre la parole au peuple après les élections européennes. Oui, en fait, vous avez raison, il y avait aussi des moments où des Allemands disaient mais il faudrait faire la même chose parce qu'on sentait que l'Allemagne aussi était dans un impasse, que la coalition tricolore, ça fonctionnait plus du tout. Donc on regardait un peu en se disant oui, pourquoi pas faire comme Macron. Mais ce qui était compliqué à comprendre, c'est qu'il a exclu ça avant, qu'il a toujours dit, ou dit plusieurs fois en tout cas, que les élections européennes n'avaient rien à faire avec les affaires nationales. Et donc ça a contribué à une déception, xème déception dans les hommes. On n'a plus de confiance dans les hommes politiques. Et c'est normal, parce que s'il dit « j'ai exclu une dissolution » et après il dissolue, c'est quand même bizarre. Même défiance chez vous, en Allemagne, en ce moment, vis-à-vis des politiques? Oui, même chose. Même chose, ouais. Peut-être la France est un peu en avance, ça, on peut le dire. Et c'est vrai, vous le disiez, que cette crise politique en France, elle intervient au même moment qu'une crise politique majeure chez vous, Outre-Rhin. On en parlait tout à l'heure dans le journal et dans la revue de presse. Oui, ça fait une sorte. On a perdu en fait le couple franco-allemand, le fameux couple. Ça, on peut pas le reprocher à Macron parce qu'il a vraiment essayé. Il a essuyé des non-repenses, des silences pendant presque des années. Donc ça, c'est pas sa faute, ça, on peut le dire, mais c'est quand même crucial que nous nous retrouvons sans ce couple qui pouvait faire avancer les choses. Pas forcément, mais pouvait. Thomaïs Papaioannou, vous aussi, vous venez d'un pays qui a connu des crises politiques absolument majeures ces dernières années, décrites, relatées aussi beaucoup sur France Culture. Comment regardez-vous, comment analysez-vous ces derniers mois politiques dans l'Hexagone en France? Moi, j'ai un regard, comme vous dites, des Grecs qui ont subi une sévère crise économique, et on voit qu'en France, il y a eu le contraire de l'Allemagne, c'est-à-dire ils ont pris au sérieux, je pense, du gouvernement Barnier, où ils ont dit nous avons un problème de dette et il va falloir assumer, il va falloir gérer cette dette-là. C'est concret, et il va falloir remettre les choses dans l'ordre. Et on a vu qu'il y a une réaction. Les gens disent qu'en fait non, on ne veut pas de cette politique, on ne veut pas de ces budgets-là. Et c'est vraiment ce qui est un peu bizarre pour les Grecs ou même pour les Allemands. Et enfin, on prend les choses en main, et il faut affronter le monstre qui s'appelle la dette. D'ailleurs, la Grèce a coulé à cause d'une dette qui était, je le rappelle, à l'époque de 110%. Ça fait presque sourire. Et là, la France a des 113,7%. Et donc, ça choque énormément dans le sens où les autres partis disent que nous avons nos solutions, nous avons d'autres propositions. Or, dans l'économie, il n'y a pas 40 000 solutions. Hein. Il va falloir faire des sacrifices, et les sacrifices reviennent pour tout le monde, à tout le monde. Et justement, donc ce gouvernement Barnier, qui est quand même quelqu'un qui était Monsieur Europe et Monsieur France, parce qu'il a une carrière de côté, et qui était très sérieux. Et je ne juge pas de son côté idéologique, c'est-à-dire politique, et il est de droite ou de gauche. Cet homme-là a essayé vraiment de donner des solutions concrètes, bonnes ou pas. Mais le problème, c'est qu'il fallait affronter quelque chose. C'est la dette. La dette et le déficit qui augmente constamment. Donc, de faire chuter ces gouvernements. Et Madame Le Pen a dit, ne vous inquiétez pas, on va voir, il n'y a pas de problème, et il ne faut pas trop catastropher et tout ça. Non. Il y a un pays, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal ont subi des gros sacrifices. Mais vous dites sacrifice et vous répétez ce mot très important. Oui. La Grèce n'en est toujours pas sortie aussi de ces sacrifices. La preuve, vous étiez venu nous en parler l'année dernière, je me souviens, sur France Culture. Elle est encore traumatisée. Oui. Traumatisée de ce qui s'est passé avec la crise, les crises. Donc, je pense comme les Allemands, c'est-à-dire plus on prolonge le non-affrontement, le déni, si on prolonge le déni, pire, ça sera la réalité. Steven Kaplan, je me tourne vers vous, toujours à distance. Vous commenciez notre échange en décrivant ce sentiment, en résumant ce sentiment français que tout fout le camp. Et politiquement, vous le diriez aussi, c'est comme ça, pensez-vous, que les Français aujourd'hui voient la situation ?
Bon, évidemment, il n'y a pas un regard français cohérent et qui traverse tous les groupes et tous les coins de la France, mais je crois qu'il y a, par rapport à la présidence, une espèce de perplexité. Il y avait quand même, je crois que pour beaucoup de Français, à l'élection de M. Macron, un moment d'élan, un moment de grand espoir. L'idée qu'un jeune homme va venir et il va nous apprendre à penser autrement. Il va nous amener dans des eaux non pas calmes, mais tout de même nous permettant de nous exprimer. Je parle évidemment dans le droit des Français. Je crois que maintenant, il y a une espèce d'étonnement sur l'échec de M. Macron. M. Macron qui est devenu archi-rigide, intransigeant, qui vit dans une espèce de mystification par rapport à ce qui s'est passé. Et je crois que cette incapacité de se mettre en question touche tout le monde. On le voit chez les agriculteurs, on le voit chez les boulangers que je connais bien, on le voit un peu partout. Pourquoi on est là maintenant? Le grand problème, c'est la dette, bien sûr, mais c'est un problème, disons, immédiat et pas forcément durable, mais la menace du libéralisme, la question de la démocratie, de sa capacité de tenir, je crois que ça c'est une question qui se pose. Il y a encore ce paradoxe français, on se méfie de l'État et on veut encore de plus en plus d'État dans la mesure où il y a des exigences, des demandes catégorielles, des nécessités pour beaucoup de gens. Je crois que la notion de sacrifice n'est pas vraiment dans le vocabulaire français. Donc je crois qu'il y a une crise de confiance, il y a une angoisse par rapport à l'avenir. Il y a le risque dans tout ça que on voit émerger, comme aux États-Unis, la notion que la démocratie n'est pas à la hauteur des problèmes qui nous affrontent, qui nous confrontent. Donc, il nous faut un homme fort. Mais en tant qu'historien et avec le recul aussi de l'historien, est-ce que cette situation politique vous paraît si extraordinaire au-delà de l'actualité que nous suivons quotidiennement? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des moments d'instabilité dans le passé, il y a des moments de grand flottement. Ce qui est frappant, c'est que la France fait partie d'un courant quasiment global qui met en question des valeurs qu'on croyait complètement acquises. Peut-être c'est ça, il faut remonter aux années 30 pour voir quelque chose de comparable. Je crois qu'il y a que le socle dont on a besoin, le socle de consensus, je crois que ça disparaît. Donc on a une année en France de procès qui ébranle tout le monde, le terrible procès des viols, le procès dont on parlera aussi tout à l'heure. Le procès de Paty, le procès de Sarkozy. Tout ça, ça donne une France face à, disons, une certaine anomie, une certaine désorientation. Je vous voyais hocher la tête, Martina Meister. Sur quel point, notamment, dans l'analyse de Steven Kaplan? En fait, oui, je rejoins Steve parce que on a vraiment l'impression d'avoir vécu une année charnière. Presque la moitié de la population mondiale était convoquée aux urnes et tous les pouvoirs étaient punis. On a vu une sorte de mélange de panique des élites et de rage des électeurs. Et donc, on se trouve un peu dans la situation, et c'était la promesse de Macron, de réinventer quelque chose, parce que les partis traditionnels n'ont plus les réponses. Les populistes donnent des réponses faciles à des problèmes complexes. Donc, on se retrouve un peu de devoir réinventer nos démocraties pour les sauver. Vous réinscrivez aussi, Thomaïs Papaioannou, la France dans un mouvement global, mondial aussi de cet ordre-là, c'est ce que vous comprenez? Oui, mais je pense qu'il a raison, hein, il mentionne les années 30. Mais vraiment, j'invite tout le monde à lire l'histoire des années 30, 20-30, pour comprendre qu'on revient, un siècle plus tard, on revient à la même configuration, c'est-à-dire l'attaque contre la démocratie, et les régimes des milliardaires, la profonde méfiance vis-à-vis des politiques, et
oui, il y a global, c'est très global ça. Et cette spécificité française que nous analysons ensemble, et nous allons continuer à le faire en négatif, mais en positif aussi. On va parler peut-être de ce qui va bien. Vous restez avec nous tous les trois. Merci d'être là. Martina Meister, Thomaïs Papaioannou et Steven Kaplan. On se retrouve dans une vingtaine de minutes maintenant. 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Jean Lémarie. À quoi reconnaît-on un ami véritable? Il nous aime sans complaisance et il peut même parfois avoir la dent dure. Est-ce le cas de nos invités? C'est ce qu'on va voir. Depuis tout à l'heure, nous sommes avec 3 invités étrangers qui aiment la France. Et depuis tout à l'heure, avec eux, on dresse le bilan de cette année 2024. Une année si étrange. Toujours avec nous, donc, l'historien américain Steven Kaplan, qui est à distance ce matin, et 2 journalistes européennes avec moi en studio. Martina Meister, correspondante du quotidien allemand Die Welt à Paris, et Thomaïs Papaioannou, correspondante de la télévision publique grecque et chypriote ERT. On a beaucoup parlé de politique déjà, on le faisait encore à l'instant en regardant la situation dans les Hauts-de-France. Je voudrais qu'on s'arrête sur un bel événement, un événement positif et qui est aussi un événement politique d'ailleurs. C'est la réouverture de Notre-Dame au début de ce mois, 5 ans après l'incendie. Des dizaines de chefs d'État étrangers, dont Donald Trump, Steven Kaplan. Les Américains ont-ils vu la France autrement ce jour-là? Écoutez, c'était peut-être le seul moment où ce n'était pas Victor Wembanyama qui dominait, la vision de la France aux États-Unis. Notre-Dame était quelque chose d'exaltant. Je me suis trouvé moi-même devant Notre-Dame quand elle brûlait par accident. Je pleurais, je voyais là la fin de tellement de choses. Et puis, voir en 5 ans cette capacité artisanale, cette capacité logistique, cette capacité politique, parce que là, je crois que c'est un triomphe pour M. Macron. Revoir Notre-Dame comme ça, c'est absolument... Je sais que je me sers d'un mot un peu compliqué, mais c'est quasiment miraculeux. Vous citez Victor Wembanyama, c'est pas un hasard. Vous voulez dire que le basket est plus souvent cité quand on évoque la France aux États-Unis que la politique, que la culture même aujourd'hui, c'est le cas? Oui. Je crois que si on veut parler de soft power, la seule incarnation de cela aux États-Unis aujourd'hui, c'est le NBA. Je crois que, hélas, moi, je passe ma vie à essayer de promouvoir la culture française. C'est un travail de Sisyphe. Aujourd'hui, c'est particulièrement difficile. Et pour moi, donc, Notre-Dame, même l'arrivée de M. Trump, qui ne m'incite pas l'enthousiasme, je crois que c'était important pour rappeler que la France incarne une certaine historicité, une certaine poids à travers le temps, un certain mysticisme. Et donc, je suis content qu'il est venu. Qu'est-ce qu'elle incarne au-delà de ce mysticisme? Je reprends votre mot pour vous, même si on a bien compris que les Américains ne passent pas leur temps à scruter la situation française. Qu'est-ce que c'est la France finalement avec ce recul historique, Steven Kaplan, aujourd'hui? Je crois que la France, pour les États-Unis, c'est l'allié de toujours. C'est le pays qui est aussi très souvent en difficulté. C'est un pays qui a une culture magnifique, mais maintenant, c'est la culture des élites. Et je crois qu'on est dans un moment maintenant où tout ce qui relève des élites est mis en question. Je crois que la France, aux États-Unis, pâtit de cette association avec les idées. La France n'a pas de pétrole, la France a des idées. Les idées aux États-Unis ne sont pas considérées comme extrêmement importantes. Hélas, je crois que les États-Unis maintenant vivent un moment d'autoreniement. La France, pour moi, j'insiste sur ça auprès des Américains, est tout de même un grand espoir culturel, un grand espoir d'application, de résistance, de poursuite des choses. Mais aujourd'hui, je suis assez pessimiste pour la capacité de la France de percer aux États-Unis. Même la baguette coûte beaucoup trop cher. Alors là, on touche à quelque chose d'important et que vous connaissez très très bien, Steven Kaplan. Je reviens vers vous, Thomaïs Papaioannou et Martina Meister, parce que vous écoutiez attentivement Steven Kaplan. Vous avez eu toutes les deux
la chance d'être là pour la réouverture officielle de Notre-Dame. Comment en avez-vous parlé aux Grecs, à ceux qui vous suivent, Thomaïs? Déjà, j'ai fait une description détaillée de cette cathédrale qui n'est pas la même que celle avant la tragédie. C'est une merveille, et surtout, c'est fasciné par ces petits métiers, ces métiers qui vont disparaître, et la menuiserie, tout, sculpter le métal, ou la pierre. C'est une cathédrale qui a pris sa valeur gothique. Parce que quand on entrait dans Notre-Dame avant, c'était une église un peu sombre, un peu comme n'importe quelle autre église gothique, pardon. Et d'un coup, on entre maintenant dans cette cathédrale qui est majestueuse, qui est comme il est rêvé dès le début de la conception de cette cathédrale. Et ça, je trouve que malgré tout va vite, tout est à la chinoise, c'est-à-dire pas très bonne qualité. Mais là, en l'occurrence, c'est le contraire, c'est à l'européenne. Et le travail des maçons, et c'était un truc, comment vous dire, j'étais époustouflée. Mais vous dites que ça va Martina disparaître. Meister. Je pense que c'est tout le contraire. On a vu que ce savoir existe encore. Je pense que tous les correspondants ont rencontré ces couvreurs, couvreuses, maçons. Mais ils sont très, très rares maintenant. Non, pas du tout. Ça, il y avait l'argent. Je pense que ça fait la différence quand même. Mais on voit que le savoir est encore là et qu'il se percute, et que là, beaucoup de jeunes gens avaient envie de reprendre les métiers. Il y avait toujours les journées de patrimoine devant Notre-Dame où ils ont montré leur métier, et ça a créé beaucoup d'envie et d'idées des jeunes gens de faire ça. Moi, j'ai rencontré une couvreuse qui faisait complètement autre chose avant, qui en avait marre de travailler devant un ordinateur. Elle s'est reconvertie en couvreuse. C'est quand même extraordinaire. Qu'avez-vous raconté, vous, Martina Meister, à vos lecteurs de Die Welt quand Notre-Dame a rouvert? Je pense que j'ai parlé de la résilience parce que Steve m'a... c'est un mot important. Oui. Et c'était la preuve. Moi, j'étais comme Steve devant Notre-Dame le soir même. J'ai pleuré comme tous les autres. Je regardais la tour, la flèche tomber en sidération. Je comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas arrêter ce feu. Et le lendemain, Macron a dit on va la rebâtir plus belle encore. Et ça, c'est un truc très français. Après les attentats, on a vécu ça. Il y a quand même une capacité de résilience extraordinaire que je vois pas, par exemple, chez les Allemands. On est beaucoup plus défaitistes, et c'est bien ça. Il faut se dire que la France, c'est pas que la crise. Mais dans 5 ans. En 5 ans, effectivement. 5 ans, c'est incroyable. Mais au point d'en faire un symbole politique, comme le président de la République l'a beaucoup fait. Il voudrait qu'on juge toute la situation en France à l'aune de cette reconstruction réussie et magnifique, effectivement. Parce qu'il ressent exactement ça, qu'il y a une morosité, un défaitisme, et il essaye un petit peu de... C'est vrai que les affaires politiques n'étaient pas brillantes, donc il fallait vraiment faire monter les morales un petit peu des Français. Allez, regardez les gars, on a aussi ça, on n'est pas que de losers, comment vous dire, voyez. Steven Kaplan, la résilience, vous l'aimez ce mot ? Non, je crois que ça s'est démontré galvaudé. Je crois que oui, c'est formidable, mais passer à l'hôpital, pour passer à l'école où les Français sont derniers en maths, passer à l'expulsion de la France, de l'Afrique, passer à... Bon, c'est vrai que votre grande station nucléaire, finalement, s'ouvre. Non, l'EPR de Flamanville. Oui. Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de... Bien sûr, je cherche des raisons d'être optimiste. J'adore la France. J'ai choisi la France. Mais la France, me semble-t-il, traverse des moments très, très difficiles. Notre-Dame ne va pas effacer ça. Notre-Dame, c'est le temps court. On a montré qu'on peut faire ça quand même dans le temps très rapide. Je crois que ça fausse un tout petit peu la vision de l'histoire. Alors, je vais prendre un autre événement majeur qui a suscité là aussi l'intérêt du monde entier, les Jeux Olympiques, évidemment. Je rappelle tout de même que 5 milliards de téléspectateurs ont suivi ces Jeux. C'est absolument vertigineux.
Avez-vous l'impression qu'à cette occasion, tout de même, ou peut-être pendant ces quelques semaines, Martina Meister, l'image de la France a changé, en tout cas chez vous en Allemagne? Absolument, absolument. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, tout le monde l'a ressenti. Je me souviens de la soirée d'ouverture, de la cérémonie. Je recevais dans notre groupe familial allemande plein de messages en disant « mais c'est que les Français qui sont capables de faire ça. C'est merveilleux, c'est incroyable ». Il y avait une sorte d'émotion, d'admiration. Donc oui, ça a changé quelque chose et ça nous a montré aussi aux Français qu'il ne faut pas être tous les temps dans le défaitisme, et parce qu'on nous a quand même en quelque sorte endoctrinés avant de quitter Paris, de ne pas être là, de faire de la place. Et on nous a fait des images incroyables et finalement tout le monde qui est resté à Paris a vécu son meilleur moment. Vous-même, vous avez vu Paris autrement? Oui, absolument. J'ai vu Paris autrement, vide des Parisiens. Et, ça vous a plu de voir Paris sans Parisien? Bah oui, parce que l'ambiance était différente. Il y avait une sorte de légèreté, de joie, de communion. Thomas, alors, pour nous, c'était la comparaison avec les JO d'Athènes de 2004. Et donc, il y avait espèce de... Et notre cérémonie d'ouverture était bien meilleure que celle des Français, et des choses comme ça. Mais ils ont regardé les JO. Mais ce que je veux prendre ça globalement, l'image de la France à l'étranger, c'est le glamour, le chic. Émilie à Paris, je sais pas, vous connaissez, il y a Emily Paris. Mais ça, c'est la caricature absolue, non? Mais exactement. L'image de la France à l'étranger, c'est ça. C'est le luxe, le oh là là. Mais littéralement, c'est très superficiel. Mais les JO ont ajouté à ça parce que les gens ont vu des images sublimes. Mais ils ont visité Paris pour vivre le rêve de cette France mythique. Et je vois dans les réseaux sociaux, ma fille, elle elle explique à ses copains, et en fait, non, on ne regarde pas la Tour Eiffel tous les matins. C'est mystique, le glamour. Nous, on la regarde tous les matins à France Culture, mais on a de la chance, on est juste en face. Exactement, exactement. Mais non, pas pour tout le monde. Mais c'est cette image, les images qu'on a vues par drone, par hélicoptère, l'image de clôture, l'image d'ouverture, les stades qui c'était en nature dans Paris. Ça, c'était la première mondiale, c'est-à-dire des stades dans Paris, sous la Tour Eiffel, place de la Concorde. Ça, c'était avec des images, des photos exceptionnelles à couper les souffles. Et ça a ajouté à cette valeur de la France comme glamour, majestueuse. Et cette cérémonie d'ouverture que vous commenciez à évoquer, ça c'est un point important aussi parce qu'elle a été extrêmement commentée à travers le monde, à travers les messages, les scènes aussi imaginées par le metteur en scène Thomas Joly, avec des critiques extrêmement virulentes dans certains pays. C'était le cas en Grèce ou pas? Ah oui, nous c'est un pays orthodoxe chrétien, et le moment de la scène a beaucoup vexé, pour ne pas dire pire, insulté. La scène CENE sur la scène voilà. SEINE. Avec Catherine qui ouvre un plat, et tous les autres autour. Et ça, vraiment... Même si c'était pas forcément la scène, hein, il y a eu plusieurs interprétations. Mais on parle d'un public international, et donc d'une tradition chrétienne comme ce sont les Grecs. Et ça les a vexés beaucoup. Et ils n'ont pas aimé du tout cette partie-là. Ils ont aimé Céline Dion, j'avoue, que c'était vraiment le clou. Il y a de quoi, elle était magnifique. Martina Meister. Oui, c'est moins fort en Allemagne. J'avais une discussion par écrit avec un lecteur qui m'a reproché les mêmes choses parce que je n'avais pas assez critiqué cette scène avec. Mais franchement, je comprends pas parce que c'était quand même tellement réussi. Que critiquer, rester là-dessus, prendre tout à la lettre, faire des critiques d'art parce que c'était pas la scène mais un autre tableau, franchement, on peut passer à autre chose. Il fallait se laisser emporter par le mouvement. Et vous, Steven Kaplan, historien américain, immense ami de la France, avec quel œil l'avez-vous vu cette cérémonie d'ouverture? Vous avez été emporté par le mouvement, vous aussi? Vous avez vu une certaine France? Vertigineux, grisant. J'ai trouvé Joly formidable, subversif, ironique,
mais avec une esthétique qui nous rappelle tout de même que la France est un pays de création, la France est un pays d'iconoclasme, la France est un pays d'une beauté magnifique. Oui, ça choquait beaucoup de monde, ça choquait les Américains qui considèrent que le genre n'existe pas, par exemple, comme Thatcher disait que la classe sociale n'existe pas, mais j'ai trouvé l'ouverture sublime, la clôture aussi pas mal, et puis ça nous rappelle également entre les deux que le sport est peut-être le seul lien social planétaire aujourd'hui. Ce que vous nous disiez tout à l'heure aussi à propos de Victor Wembanyama. Et puisque vous commenciez, Steven Kaplan, tout à l'heure en utilisant une expression tout fout le camp à propos du sentiment français et d'un sentiment assez répandu, avez-vous eu l'impression que pendant ces Jeux, le regard des Français sur eux-mêmes avait changé ? Je crois que beaucoup de Français, de mes amis, étaient étonnés par la capacité des Français sur le champ, si je puis dire, d'organiser quelque chose de tellement complexe, de réaliser des images qui étaient difficiles à saisir, de faire ça avec un minimum de tension sociale, de friction gratuite. Je crois que la France s'est trouvée mieux, que la France s'est regardée en disant on peut, comme Obama disait dans le temps, yes I can. Ce moment yes I can, malheureusement, éphémère. Ah, ça peut pas durer, ça, vous pensez ? Non. Je crois déjà, c'est fini. On n'a qu'à regarder l'attitude maintenant des Français à l'égard de cette espèce de cirque, comme quelqu'un disait tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Oui, mais il restera quand même un héritage sentimental, des images imprégnées, et aussi pour les Jeux futurs, parce qu'on a vu qu'on peut être écologique. Dans un événement comme ça, sans construire des stades énormes, avec tout ce qu'on trouve, on peut faire. On a même amélioré quelques banlieues, donc il y a quand même des raisons d'être optimiste. Et je renvoie d'ailleurs au reportage de la rédaction de France Culture qui était en Seine-Saint-Denis, qui est à retrouver évidemment sur notre site. Je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur un autre événement que les médias sans doute n'avaient pas anticipé ou dont il n'avait pas anticipé l'ampleur, c'est le procès des viols de Mazan, le procès des violeurs de Gisèle Pelicot, procès qui a suscité un immense intérêt des médias étrangers, dont vos médias d'ailleurs à toutes les deux. Des centaines de journalistes ont couvert ce procès. Les Grecs l'ont-ils suivi littéralement de votre côté, Thomaïs Papaioannou, et pourquoi ? Oui, ils l'ont suivi parce que déjà c'est un événement incroyable, extrême, mais surtout qu'il y a un basculement grâce à ces procès. Il y a un basculement en Grèce parce que c'est un pays conservateur, un pays d'une tradition où les meurtres de femmes étaient considérés comme des crimes passionnels. Et d'un coup, on réalise qu'en fait non, et derrière il y a une réalité très crue et c'est atroce. On a commencé à parler de féminicide en Grèce. Encore, il y a beaucoup de résistances pour parler de ces meurtres spécifiques des conjoints ou des ex-conjointes. Et ils ont suivi parce que Gisèle Pelicot a voulu ouvrir ses procès au monde. Elle a dit au monde. Et on a vraiment, elle a dit la honte doit changer de camp. Et cette mot avait besoin, les victimes et aussi les femmes en général avaient besoin d'attendre ça. C'est vraiment, il va falloir changer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, Gisèle Pelicot, à la fin du procès, elle a dit maintenant, c'est le débat public, c'est à l'heure du débat public. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on évolue pour que les hommes et les femmes vivent ensemble? Un autre problème qu'on affronte actuellement, c'est vraiment un problème de communication entre les hommes et les femmes pour plusieurs raisons. Mais il va falloir remettre tout à plat pour discuter de qu'est-ce qui se passe. Et ce débat, il a lieu en Grèce aussi en ce moment? Oui. De la même façon qu'il a lieu en France. Parce qu'il y a eu un crime énorme en Grèce aussi, d'une fille qui s'appelle Kyriaki, une très belle fille qui a été poignardée à 5 mètres du commissariat. Et les policiers ont dit, mais madame, ici, c'est pas un service de taxi, parce qu'elle avait demandé qu'une voiture de police l'amène chez elle, tellement elle avait peur. On lui a refusé parce que c'était pas un service de taxi, et elle, finalement, elle est morte pendant qu'elle appelait les secouristes.
Même écho en Allemagne, chez vous, Martina Meister, et de la même façon ou pas? Peut-être d'une manière un peu différente. Moi, le procès m'a fait penser à la formule de Hannah Arendt, une philosophe allemande, qui avait parlé pendant les procès nazis de la banalité du mal. Et ça m'a renvoyé ça, en fait. Parce que ces gens, la honte, elle a effectivement changé de camp. Parce que quand on était à Avignon, on voyait ces hommes sortir cachés avec des capuches, des masques de visage. Ils voulaient pas se montrer. Ils avaient vraiment honte. On voyait ça. Mais ce que je voulais dire là avec la formule de Hannah Arendt, c'est que en fait, ils ont argumenté comme les criminels nazis à l'époque. Je ne fais qu'obéir, je n'ai pas fait de mal. Donc ça renvoie à quelque chose. Ça m'a renvoyé aussi à autre chose parce que on a compris que les viols, on voyait les chiffres avant, mais que ça se passe pas forcément dans le parking noir, dans la forêt tout seul pendant le jogging, mais dans les familles. L'inceste, tout ça, c'est dans les familles, dans les couples. Et le fait qu'un époux puisse trahir sa femme de cette manière-là, ça me rappelait aussi l'époque de la chute du mur où les époux comprenaient que leur épouse l'a espionné, que les enfants espionnaient les parents. Donc c'est une sorte de perte de confiance et je pense un des avocats a parlé de notre Vietnam et il a raison. Ça ébranle beaucoup de choses. Immense écho, y compris chez vous. Steven Kaplan, regard d'historien, là encore, pour vous qui connaissez non seulement la France, mais aussi parfois les caricatures de la France. Et là, je pense à une caricature évidente. Thomas Hiss en parlait il y a quelques instants. Le pays de l'amour. Là, c'est tout le contraire. Oui, exactement. D'une part, l'écho était assez mitigé aux États-Unis. Je crois que, on vient d'élire comme président un prédateur sexuel. Donc, et M. Trump n'a pas demandé d'aller à Avignon après avoir mis le pied à Notre-Dame. Aux États-Unis, les élites certainement étaient extrêmement ébranlées par ce procès, fixées sur ce procès. Ça pose un tas de questions sur la sexualité, sur les relations entre les hommes et les femmes, sur la punition et ce que ça veut dire. Pour moi, c'est moins Hannah Arendt que Simone de Beauvoir avec un tout petit peu de Zola. C'est un grand moment, c'est un moment important, mais ce qui compte maintenant, c'est la suite. Qu'est-ce qu'on va faire après? Est-ce qu'on va enseigner ce procès à l'école? Est-ce qu'on va insister sur une éducation sexuelle qui est également sociale, qui est également philosophique? Grand mot, je sais, mais je crois que c'est approprié. C'est un moment sismique, tellurique, et je crois qu'hélas, aux États-Unis, j'aurais aimé voir ça dans tous les journaux. Je crois qu'il y aura des études d'ici peu qui nous montrent que la pénétration de ce procès aux États-Unis était assez limitée. Un grand merci à tous les trois. Très intéressant de vous entendre croiser vos regards sur cette année 2024 en France. Martina Meister, correspondante du quotidien allemand Die Welt à Paris. Thomas Hiss Papaioannou, correspondante à Paris également de la télévision publique grecque et chypriote ERT. Et puis Steven Kaplan, je rappelle votre dernier livre, Steven Kaplan, Transmettre, soumettre, socialiser. Et c'est sur l'apprentissage de Colbert à la Grande Guerre chez Fayard. On retrouve votre échange sur franceculture.fr.